Et si je vous disais qu'un neurone et un chaman, eh bien, ils font exactement le même boulot, mais juste pas à la même échelle. C'est cette analogie franchement fascinante qu'on va décortiquer aujourd'hui, l'idée qu'il y a une homologie fonctionnelle entre la biologie et la société. La question de départ, elle peut paraître un peu folle, j'avoue. Qu'est-ce qu'une cellule de notre cerveau peut bien avoir en commun avec un chef spirituel d'une tribu? Spontanément, on a envie de dire absolument rien. Et pourtant, vous allez voir, la connexion fonctionnelle est juste stupéfiante. En fait, toute notre analyse tient dans cette phrase aussi simple que puissante. Le chaman est le neurone symbolique et émotionnel du corps social. Cette idée, c'est notre fil rouge. Alors, voyons ensemble ce que ça veut dire concrètement. Pour bien saisir l'analogie, il faut d'abord comprendre chaque pièce du puzzle. On va commencer par celle qu'on connaît le mieux, le messager de notre corps, le neurone. Le rôle du neurone, en gros, on peut le résumer en 3 fonctions clés. D'abord, sa spécialisation. Il ne fait qu'un seul truc, mais il le fait à la perfection, gérer l'info. Ensuite, la relation. Un neurone tout seul, ça ne sert à rien, il est connecté à des milliers d'autres cellules, c'est un être de réseau. Et enfin, la coordination. C'est le médiateur qui fait en sorte que tout l'organisme se comporte de façon cohérente. C'est un peu le chef d'orchestre biologique, quoi. Bon, maintenant, accrochez-vous. On va prendre exactement cette même grille de lecture, spécialisation, relation, coordination, et on va l'appliquer à l'autre personnage de notre histoire, le chaman. Quel est son job, sa fonction, au sein du réseau de la tribu? Et c'est là que l'analogie devient carrément évidente. On retrouve exactement la même structure. Spécialisation, le chaman, il ne va pas à la chasse, il est exempté des tâches de survie pour se concentrer à fond sur la médiation symbolique et émotionnelle. Relation, il a un lien unique avec chaque membre de la tribu et avec le groupe en tant qu'entité. Et coordination, il synchronise les émotions, les croyances, il agit comme le neurone de ce super-organisme qu'est la tribu. La ressemblance est juste frappante. C'est le moment Eureka. Ce qu'on a là, ce n'est pas juste une jolie métaphore, une image poétique, non, non, c'est un parallèle fonctionnel direct, ce qu'on appelle en science une homologie structurelle. Allez, mettons-les côte à côte pour voir. Le neurone transmet des signaux électriques. Le chaman, lui, transmet du sens et des états émotionnels. Le neurone est connecté aux autres cellules, le chaman est connecté aux individus du groupe. L'un orchestre le comportement du corps, l'autre les actions et émotions collectives. Que ce soit pour la médiation ou l'adaptation à l'environnement, la logique est exactement la même. Le point crucial, il est vraiment là. Le chaman est au corps social, ce que le neurone est au corps biologique. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que ça change de voir les choses comme ça? Eh bien, il y a 3 implications majeures. La première, c'est que ça montre que tous les systèmes complexes, qu'ils soient biologiques ou sociaux, ont besoin d'unités spécialisées pour rester cohérents. La deuxième, c'est que le rôle du chaman n'est finalement qu'une extension à l'échelle humaine de la fonction du neurone. Et enfin, ça explique pourquoi on retrouve des figures comme ça, des médiateurs rituels, dans quasiment toutes les sociétés humaines. C'est une fonction universelle. Mais on ne va pas s'arrêter là. Allons un peu plus loin. Si le chaman est bel et bien un neurone social, alors quel type de psychisme, quelle architecture mentale faut-il pour occuper un tel poste? La question devient tout de suite plus personnelle, plus psychologique. Quel genre de structure psychique faut-il avoir pour pouvoir devenir ce fameux neurone social? On passe de la fonction à l'individu. Il semblerait qu'il y ait 4 capacités psychiques essentielles. D'abord, l'amplification émotionnelle. La capacité de vivre des émotions hyper intenses qui servent de signaux pour le reste du groupe. Ensuite, l'empathie cognitive. Pouvoir sentir et intégrer les besoins de tout le monde en même temps. Puis, la régulation interne. Savoir gérer des cycles de tension et de relâchement complètement extrêmes. Et enfin, l'habileté symbolique. L'art de traduire tous ces états internes en rituels, en histoires, en messages qui ont du sens pour la communauté. Et c'est là, attention, que l'analyse devient particulièrement provocatrice. On va faire le pont entre ces fonctions ancestrales et la façon dont on voit les choses aujourd'hui en psychologie. Ce qui, dans notre société moderne, était étiqueté comme un trouble mental, pouvait être, dans un contexte tribal, une fonction vitale. Ce qu'on appelle aujourd'hui trouble bipolaire, c'était peut-être le signal rythmique du groupe, ses hauts et ses bas. Les états limites ou borderline, la capacité à être un médiateur des flux émotionnels. Même certains traits qu'on qualifierait de narcissiques pouvaient servir de boussole, de guide stratégique pour le collectif. Tout, absolument tout, est une question de contexte. Et voilà sans doute l'idée la plus importante à retenir de tout ça. Ce que notre société désigne comme un trouble a très bien pu être une spécialisation fonctionnelle cruciale dans un autre temps.
Du coup, la pathologie n'est plus forcément une fatalité biologique, mais peut-être simplement une fonction qui a perdu son cadre social pour s'exprimer. Et on va se quitter là-dessus, sur cette question qui, je pense, ouvre pas mal de portes. Combien de nos troubles psychologiques actuels ne sont, au fond, que des fonctions qui ont perdu leur contexte?